L'extrait que nous venons de lire est issu d'un ouvrage signé par Norbert Elias et Eric Dunning et intitulé Sport et civilisation, la violence maîtrisée. Cet ouvrage est un ouvrage essentiel pour notre propos, notamment parce que un des deux auteurs, Norbert Elias, non seulement est un auteur majeur de la sociologie du sport, mais en réalité un auteur majeur de la sociologie en général. Et il faut retenir deux éléments. Nous allons ensuite détailler la pensée de Norbert Elias, puisque clairement, et le titre l'indique, c'est lui qui véritablement va faire le lien entre la naissance du sport moderne et la notion de maîtrise de la violence. Et le deuxième élément qu'il faut noter sur Norbert Elias, c'est que son travail de référence, ne porte pas directement à l'origine sur le sport. Et d'une certaine manière, dans cette fin du XXe siècle, qu'un auteur comme lui, qui est un auteur majeur de la sociologie, un auteur majeur de la sociologie historique de l'État, s'intéresse au sport, eh bien, qualifie l'objet de recherche qu'est le sport au regard de l'ensemble des scientifiques en sciences humaines et sociales du monde. Nous allons donc revenir dans cette capsule numérique en deux temps. Dans un premier temps sur la pensée de Norbert Elias et son lien avec la violence, et puis dans un deuxième temps, ce lien entre la violence, le sport et la maîtrise de celle-ci et son épuration, la catharsis. Afin de bien comprendre ce qui fonde le sport moderne et en quoi, d'une certaine manière, ce qui fonde le sport moderne est complètement lié à la violence, il est essentiel de revenir sur l'œuvre fondamentale de Norbert Elias qu'on appelle le processus de civilisation. Le processus de civilisation, Norbert Elias le décrit dans deux ouvrages différents. Le premier ouvrage, La dynamique de l'Occident, le second, La société de cours. Deux ouvrages qui sont des ouvrages de sociologie, de sciences politiques, de sociologie historique de l'État, des ouvrages sur lesquels nous n'allons pas revenir en détail car ils sont un petit peu complexes, mais que vous aurez sûrement l'occasion de revoir dans votre parcours de sociologie en STAPS. Résumons rapidement ce qu'est pour Norbert Elias le processus de civilisation. Norbert Elias constate que du Moyen-Âge à la fin de l'ère moderne, c'est-à-dire en gros du IXe siècle, le sacre de Charlemagne empereur, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française, on est dans une progression linéaire de l'histoire autour d'une idée centrale, c'est que le recours à la violence par les individus diminue. En effet, nous démarrons dans une société de chevaliers, une société de petits seigneurs qui s'affrontaient, qui se battaient les uns les autres pour obtenir le pouvoir sur le territoire du voisin, et nous terminons dans une société où il y a un État moderne, fort, puissant, qui est le seul, d'une certaine manière, à avoir le droit d'utiliser la violence pour aller faire la guerre dans un autre pays, pour finalement contraindre les révolutions, les jacqueries. Cette violence qu'il a le droit d'exercer, c'est la violence de la justice, par exemple dans la peine qu'elle rend, et notamment la peine de mort à l'époque encore, mais la violence, eh bien, disparaît du règlement des conflits privés et l'objectif individuel est de ne plus avoir recours à cette violence, mais d'essayer de s'en remettre finalement à l'État, au roi encore à l'époque, pour résoudre les problèmes privés. Cette période marque un reflux de la violence et nous allons voir que ce reflux de la violence va permettre la naissance du sport moderne. L'ensemble de ce que nous allons évoquer dans les prochaines minutes de ce cours numérique, y compris sur la catharsis, s'intègre dans ce que Norbert Elias appelle le processus de pacification des mœurs, c'est-à-dire ce reflux de la violence qui, selon lui, est un reflux constant
et ininterrompue du Moyen Âge à nos jours. Alors, ce recul, ce reflux de la violence au cœur du processus de pacification des mœurs, c'est ce qui fonde d'une certaine manière le sport moderne. Le sport moderne est peut-être une des manifestations les plus importantes de cette pacification des mœurs, de ce recul de la violence, au travers de ce que nous appelions tout à l'heure le pluralisme en Angleterre. Pour imaginer les choses, il faut s'imaginer que dès la fin du XVIIe siècle, nous allons revenir sur les éléments qui s'affichent sur la vidéo, dès la fin du XVIIe siècle, l'Angleterre devient ce qu'on appelle un régime parlementaire, c'est-à-dire avec un parlement qui représente le peuple, ou à l'époque une partie du peuple. Et qu'est-ce que la démocratie parlementaire, si ce n'est un combat sportif? Des adversaires qui, en entrant dans le Parlement, ne sont pas d'accord, qui vont débattre, comme deux équipes de football joueraient l'une contre l'autre, deux escrimeurs joueraient l'un contre l'autre, qui vont débattre dans des règles qu'ils vont respecter, des règles qu'ils, entre eux, font respecter, et à l'issue de ce débat, eh bien, un vote, et ce vote forme le résultat. Il y a un vainqueur, il y a un défait, et le défait respecte le résultat du vainqueur. En somme, le défait a beau avoir perdu, il ne va pas se venger en allant tuer le vainqueur. Et ce jeu se rejoue en permanence. L'État, dans sa manière de produire la loi, dans sa manière de produire la règle, en a terminé avec la violence qui opposait les comtes et les ducs au roi. On a terminé avec la violence symbolique de la société de cour française, qui d'ailleurs a lieu à la même époque, à la fin du XVIIe siècle. L'État a retiré la violence et a créé une espèce de jeu. Et ce jeu, s'il peut se dérouler entre les nobles britanniques, les nobles anglais, dans l'espace de la décision politique, il peut aussi avoir lieu entre ces nobles anglais dans l'espace qu'on va appeler l'espace des loisirs, un espace qu'on va appeler le sport qu'on va qualifier de moderne puisqu'il porte en lui ce reflux de la violence, sport qu'on va qualifier de moderne en ce qu'il a en lui cette idée d'un jeu réglé où le vainqueur accepte le vaincu accepte la victoire du vainqueur. Et on retrouve là notre chasse au renard du début de ce cours. La chasse au renard, ce qui est important dans le fond, c'est l'aspect sportif. Ça n'est plus manger, c'est chasser. Et c'est chasser pour montrer qu'on est le meilleur, que nos chiens sont le meilleur. On a l'apparition, avec la chasse au renard, la chasse anglaise, souvenez-vous, anglaise, on a l'apparition de ce qu'on va appeler le sport moderne. Le sport moderne naît dans cette fin du XVIIe siècle et au courant du XVIIIe siècle en Angleterre. Autour de ces bases-là, nous reverrons ça en TD. Le sport moderne reproduit les caractéristiques de cet état avec la maîtrise de la violence et la monopolisation de la force par l'arbitre. L'État, l'image de l'État va être celle de l'arbitre dans le sport. Il monopolise la sanction. Ça fait écho à la capacité, donc affirmée, nous venons de le dire, au XVIIe siècle des responsables politiques britanniques de ne plus résoudre leurs conflits dans la violence. Et ça n'est donc pas un hasard si le sport, dans sa dimension moderne, profondément marquée par cette maîtrise de la violence, apparaît dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Angleterre qui, en 1689, accorde d'importants pouvoirs au Parlement, nous venons de le dire, via le Bill of Rights, la Déclaration des droits. Les premiers, donc les Anglais, ont été ceux qui ont maîtrisé la violence politique en fixant des limites à l'exercice de la violence et des règles au déroulement équilibré de la vie politique. Et d'une certaine manière, ces limites à l'exercice de la violence et des règles, au déroulement équilibré d'un jeu, d'un match, ce sont les caractéristiques du sport moderne. On retrouve ces caractéristiques du sport moderne et cette pacification des mœurs, ce reflux de la violence, à travers la différenciation qu'on fait entre le sport antique, qui lui n'est pas marqué par ce reflux de la violence, et le sport moderne,
qui lui est profondément marqué par celui-ci, nous venons de le voir. L'exemple utilisé par Norbert Elias, c'est l'exemple du pancrace et de la lutte, donc le pancrace sport antique, la lutte sport moderne. On imagine la lutte comme un des sports les plus violents aujourd'hui des sports modernes, et également aussi comme l'équivalent du pancrace dans les sports antiques. Mais quand on regarde ce qu'on avait le droit de faire dans les récits, on avait le droit au pancrace de s'arracher les yeux, d'avoir une prise au nez et aux oreilles, de se disloquer les doigts, de se piétiner, de mordre, alors que dans la lutte, les coups de pied, les coups de poing et les coups de tête sont interdits. Ainsi, on peut dire que le sport moderne a une double fonction cathartique. On attribue aujourd'hui cette double fonction au sport moderne, une fonction cathartique individuelle et une fonction cathartique sociale. Alors, avant d'aller plus en amont sur cette question, je voudrais juste rajouter 2 mots sur la catharsis. La catharsis, c'est un terme grec qui est issu de la poétique d'Aristote et qui signifie l'épuration des passions par le moyen de la représentation dramatique. En gros, la catharsis, c'est comment évacuer de la pulsion violente en nous au travers d'une représentation dramatique. Et on va retenir 2 définitions de la cathartique, une qui s'inscrit dans la continuité du travail d'Elias et l'autre qui en est un contresens. La catharsis, celle qui en est un contresens, c'est évidemment la catharsis individuelle qui correspond au contraire de ce qu'on vient de dire, cette libération des pulsions dans l'action sportive. On vient de dire que le sport, c'est au contraire cette capacité à s'autocontraindre, cette capacité quand on a en soi de l'énervement, quand on a en soi de la colère, à la retenir pour faire que le geste du boxeur ne soit pas un geste illégal, que le tacle du footballeur ne soit pas un tacle illégal, mais qu'au contraire que cette énergie nous serve à aller chercher de la force pour être plus performant en respectant la règle. La catharsis individuelle, donc à l'image du carnaval, des saturnales, des fêtes dionysiaques, c'est une libération des pulsions. C'est un contresens car le sport ne le permet pas. C'est l'exemple du coup de bol de Zidane, c'est l'exemple de certains excès de Zlatan, c'est l'exemple que nous allons voir de Mike Tyson face à Evander Holyfield. Au contraire, la catharsis dans sa dimension sociale, elle concerne ceux qui assistent au spectacle et eux, ils libèrent quelque chose d'une certaine manière dans les stades de football, nos supporters de football. Le fait d'être collectivement comme ça, le fait d'être passionné, le fait de crier fort quand l'équipe marque un but, le fait de parfois même être dans une logique violente à l'égard de l'équipe adverse ou de l'arbitre est une manière de libérer ces pulsions dans le spectacle sportif. Souvenez-vous, et vous l'avez toujours en bas de votre écran, l'épuration des passions par le moyen de la représentation dramatique. D'une certaine manière, le match de football, le spectacle sportif joue le même rôle que la tragédie, que le drame, que la représentation théâtrale grecque qui avait cette vocation d'épurer les passions, ce qu'on appelait la catharsis. La catharsis individuelle n'a donc pas sa place dans le sport. Il faut faire attention au contresens. Vous voyez ici 2 gestes effectués par Zlatan Ibrahimovic qui montrent cette incapacité parfois à être dans l'autocontrôle et à être dans l'autocontrainte. Cependant, le sport évolue sur une ligne de crête marquée par cette notion d'autocontrainte. Nous le verrons après. Avant d'aller plus loin, tout en continuant sur l'exemple de Zlatan Ibrahimovic, autour de cette question de la ligne de crête, de cette question de la violence, de l'autocontrainte, je souhaiterais vous montrer peut-être un des exemples les plus célèbres d'incapacité d'un sportif à gérer cette
violence à s'auto-contraindre, à auto-contrôler ses impulsions violentes. Oh, and some nasty stuff in there. There needs to be a bite almost. Holyfield is very unhappy. Look at this. It looked as if Tyson bared his teeth at one stage in the exchange. Yes, bit his ear. He bit his ear. That's what Holyfield was in a lot of pain from that. You see the blood on the ear. That was definitely a bite. Well, feelings are running very, very hot indeed in there. Holyfield was outraged by that. Now, what is the referee going to do about that? 1 point deduction for Tyson. It's ear. Now, let's take a look again. Yes, it's just here. He gets into the position there. Watch. You see he stays there. There he bites him there. You see him lift his teeth. And Holyfield in agony at that point, trying to rip free. And an awful lot of pain. Well, this is getting like a street fight. Vous n'avez pas rêvé, Mike Tyson a bien mordu, mais arraché un morceau de l'oreille d'Evander Holyfield avec ses dents. On est là face à un exemple important d'incapacité à l'autocontrôle. Seulement, comme on le disait avec l'exemple de Zlatan Ibrahimovic, on va revoir une vidéo pour bien le comprendre, la violence, elle est évidemment quelque chose qui, dans le sport, nous l'avons vu, s'inscrit comme un élément d'autocontrôle, d'autocontrainte, de respect des règles. Simplement, cette violence, elle devient aussi un moyen de pression. Elle devient un outil, d'une certaine manière, social, qui s'inscrit dans une espèce de jeu, de pouvoir, de rapport de force, d'intimidation. Je vous laisse regarder l'exemple de la vidéo avec Zlatan Ibrahimovic il y a quelques années en marge, après un match entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain, et puis on parle de Luc Collard et de sport et agressivité. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve peace, you should be in this country. Fucking too good for all of you. He has even L'image est intéressante en ce qu'elle porte avec elle à la fois une violence verbale, mais même une domination physique de Zlatan Ibrahimovic par rapport à sa musculature, à son physique, à sa taille, à l'exposition d'une certaine manière presque bestiale de ses muscles. Il y a clairement une volonté de faire peur. Clairement, ici, en marge d'un match de football, une volonté d'impacter sur les arbitres, sur l'arbitrage et même plus globalement sur le football français pour montrer à l'avenir qu'il faut faire attention quand on s'attaque au PSG. Zlatan Ibrahimovic est d'une certaine manière toujours sur une ligne de crête entre, on l'a vu tout à l'heure dans certaines images, une violence qu'il n'arrive plus à contraindre et de l'autre côté, au contraire, une violence qu'il contrôle et qu'il utilise à dessein. On l'appellera l'agressivité, elle peut servir à mettre une certaine pression. Un livre exceptionnel que je vous invite à lire parce qu'il est très facilement accessible, parce qu'il est le travail d'un professeur de sport, ce qui sera peut-être demain votre métier. Ce livre s'appelle Sport et agressivité, il est écrit par Luc Collard et je vous lis quelques mots que François Dubay écrit à propos de ce bouquin dans une recension qu'il fait du livre pour une revue académique. L'agressivité qui se joue sur les terrains de sport n'est pas fondamentalement de ce qu'en disent certains éthologues ou psychologues, elle n'est pas le produit de dispositions affectives ou de prédispositions mentales, mais plutôt la conséquence d'une logique sportive contraignante.
Le sport n'est pas tant une soupape de sécurité destinée à purger le trop-plein d'agressivité latente qu'une école exemplaire de la domination par usage de la force ou de l'intimidation. Ce constat émane du croisement de multiples recherches de terrain en sciences de l'action motrice, réalisées sur plusieurs années auprès de sportifs aguerris et de jeunes enfants pratiquant un sport. Il parle à la fin du travail de Luc Collard. Revenons sur quelques extraits. D'abord, la première partie, elle n'est pas, cette agressivité, le produit de dispositions affectives ou de prédispositions mentales. On est clairement dans quelque chose de social. Voilà, l'agressivité, c'est quelque chose de social, ça n'est pas quelque chose d'inné qu'on porte dans ses gènes, c'est le fait d'un apprentissage. Ensuite, le sport n'est pas tant une soupape de sécurité destinée à purger le trop-plein d'agressivité latente. Ça signifierait que le sport, c'est la catharsis individuelle. Alors on l'a vu tout à l'heure, le sport n'est pas la catharsis individuelle, il n'est pas cette soupape de sécurité. Bien au contraire, le sport, c'est l'école exemplaire de la domination par usage de la force ou de l'intimidation. On voit bien la domination, c'est à la fois la domination de sa force, la domination de son agressivité, pour transformer celle-ci comme un outil duquel on peut user, le terme usage, un outil duquel on peut se servir pour mettre la pression, pour faire pression sur l'adversaire, pour l'intimider. Et on retrouve bien là l'idée d'une pacification des mœurs. La pacification des mœurs ne signifie pas nécessairement le rejet complet de la violence, elle signifie son contrôle et parfois sa transformation, son usage dans une destination qui est la destination de la performance, la destination de la victoire, parce que c'est proprement ça l'objectif du sport moderne. L'essentiel n'est pas de participer. Cette tension autour de la violence dans le sport, elle se retrouve également dans l'éducation physique et sportive et dans l'ensemble de la formation aux APS. C'est ce que nous dit aussi Luc Collard dans cet ouvrage. Sa thèse est simple, le sport, on l'a dit, n'est pas tant une soupape de sécurité destinée à purger le trop-plein d'agressivité latente qu'une école exemplaire de la domination par usage de la force ou de l'intimidation.